Allez, on commence par un petit coup de semence, hein. On est en mode sport, donc c'est le mode le plus élevé, hein. Et on va voir déjà ce qu'elle a dans le ventre. Ah ouais! Ah ouais! Ah, elle est sensiblement plus sensationnelle que l'ancienne version, mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'aller tutoyer les hauts régimes. Je crois qu'on est dans cette zone des 8000-9000 tours minutes. Chaque rotation de la poignée se traduit par une téléportation plusieurs centaines de mètres en avant, c'est hallucinant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'essai d'une nouvelle Hyper Sport. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas eu sur la chaîne. La dernière, c'était la S1000RR de nouvelle génération. On remercie encore une fois BMW de nous l'avoir prêté. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aller en Allemagne. Non, nous allons nous diriger au pays du soleil levant. Car nous avons aujourd'hui la Kawasaki ZX-10R de 2021. Alors bon, c'est exactement la même que le modèle 2023. Il n'y a pas eu d'évolution, donc ne vous inquiétez pas. Et c'est une machine qui appartenait à un client de Espace Murit, un de nos grands amis, partenaires, concession tout à fait formidable, qui fait bien évidemment Kawasaki, hein, c'est normal, mais aussi Ducati, KTM et Yamaha, qui formidable, hein, n'hésitez pas à aller les voir. Geoffrey, Seb, Philippe, Alain, Laurent, Eddy, ils sont tous extrêmement gentils et accueillants et se feront un grand plaisir de vous renseigner comme il se doit. Il est possible que ces derniers temps, j'ai un peu tiré sur la corde et que je sois un peu fatigué, hein. Vous voyez, j'ai un vilain bouton de fièvre sur la bouche. Bon, peut-être qu'en ce moment, j'en fais un petit peu trop. Je vais essayer de lever un peu le pied, notamment parce qu'il y a l'ECMA qui arrive bientôt. Il faut être en forme. Bon, parlons un petit peu de cette machine-là, comme ça, la ZX-10R. C'est une appellation qui est apparue en 2004 pour la première fois. Donc, c'est une machine qui a bientôt 20 ans dans son nom. Et déjà à l'époque, la machine faisait 175 chevaux et 184 avec l'air forcé, hein. Le Ram R, c'était une techno que Kawasaki développait déjà à l'époque. Et surtout, c'était la première sportive Hyper Sport, hein, de série à aller accrocher les 200 chevaux en 2008. Il me semble que la plus proche à cette époque-là, c'était la MV Agusta F4 1078 qui en faisait quelque chose comme 190. Mais elle avait véritablement inauguré cette valeur, hein, cet étalon, on va dire. Et la ZX-10R a été pendant très longtemps une sorte de parangon dans le monde de l'hypersportivité japonaise et même mondiale en termes de performance et surtout en termes de palmarès, puisque cette moto a gagné un nombre de titres, voilà, notamment en Superbike, mais dans plein de championnats, qui fait que, assez paradoxalement, c'est une moto délicate à faire évoluer, la ZX-10R. C'est-à-dire que Kawasaki, ils y sont toujours allés par touche. Il y a eu quelques grands millésimes qui ont vu la puissance booster, mais ils ont toujours essayé d'ajuster petit à petit la moto, par-ci, par-là, pour garder en fait au maximum cette recette qui a fonctionné. Et donc en 2021, ils sont arrivés à la dernière version, la actuelle, hein, de la ZX-10R, que nous allons passer en revue, pas plus tard que maintenant, mais abonnez-vous quand même à la chaîne, c'est important. Je vous embêterai pas plus là-dessus aujourd'hui parce que j'ai beaucoup blablaté déjà. Alors, on va commencer bien évidemment par parler de l'apparence de cette moto et c'est particulier. C'est particulier parce que quand on regarde une ZX-10R, quand on la voit là comme moi, là qui ai la chance de la voir d'assez près, là vous voyez, je suis assez collé, eh bien c'est une machine qui respire le sérieux, l'efficacité. C'est une moto qui a cette notion de machine bien assemblée, que ce soit la selle, que ce soit les plastiques, les carénages, tout sur la machine fait sérieux. C'est vraiment le terme qui me vient. Mais en termes d'apparence globale, c'est une moto qui ne m'appelle pas. C'est une moto qui, je trouve, ne fait pas d'opération séduction, comme ça pourrait être le cas quand vous avez une Panigale, une RSV4, une S1000RR devant vous, vous avez cette espèce de petit frisson dans le ventre, ce côté waouh, elle essaye de me séduire. La ZX-10R, pour moi, n'a pas ça. Alors, c'est tout à fait personnel, hein, c'est les goûts et les couleurs. Je trouve que c'est une machine un petit peu plus consensuelle, si on accepte cette énorme tête de fourche qui fait très vénère et très insectoïde, mais c'est pas pour moi une moto qui est aussi séduisante que pourraient l'être ces autres machines européennes, et même la CBR 1000RR de chez Honda, qui est elle aussi pour le coup, je trouve très séduisante, surtout dans sa version SP, hein, avec ses vernis qui sont magnifiques. On a un petit truc qui manque, hein, pour le coup, sur toutes les hypersports de la production, on les a, mais pas là, c'est les ailerons, les winglets, et la raison est que ils sont ici. Ici, hein, à côté des mandibules de la moto. Donc c'est bien intégré, ça c'est quelque chose que je ne peux pas retirer à la machine. Et on a aussi l'entrée d'air qui est juste là, qui sert pour le Ram R, la techno en fait de suralimentation
expérimentation de Kawasaki qui permet notamment d'augmenter un petit peu la puissance du moteur. On va le voir après. Dites-moi un petit peu, vous, si vous êtes Team ZX10R dans les commentaires, est-ce que c'est une machine qui vous séduit en termes d'apparence? Est-ce que vous la trouvez belle ou pas? Je pense que c'est vraiment les goûts et les couleurs, mais ce qu'on ne peut pas lui retirer en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a une sensation d'efficacité qui se dégage. Genre vraiment, c'est une moto de circuit à laquelle on a mis de rétroviseur, un support de plaque et go, parce que vraiment ça sent un peu la poudre. Bon, du coup maintenant on va passer au moteur qui est vraiment sur une Hypersport l'une des choses qui nous intéresse le plus quand même, on va être honnête. Et paradoxalement, la recette de cette ZX10R est assez classique. Si on peut dire qu'un moteur de 1000 cm3 qui fait 200 chevaux, c'est classique, mais c'est un 4 cylindres, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. C'est pas un V4 comme sur la Panigale ou la RSV4, ou bien un 4 cylindres en ligne, mais avec la technologie Shift Cam comme chez BMW. Non, 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 c'est vraiment un 4 cylindres, on va dire, basique, mais bon, encore une fois, comme je vous le dis, ce truc délivre quand même 203, voire 213 chevaux avec la techno Ram R, donc c'est quand même un monument et un des moteurs les plus puissants de la planète, avec 114 Nm de couple qui sont atteints à des valeurs forcément assez élevées, hein, comme sur une Hypersport, c'est standard ça. Alors, moi j'avais déjà essayé une ZX10R qui était celle de 2020 avec un guidon droit de Roadster, c'était une expérience assez drôle, c'était il y a quelques temps déjà sur la chaîne. J'avais trouvé que c'était un cœur un peu poussif à bas régime, forcément comme le veut un moteur de compétition et de circuit, il faut aller chercher dans les tours pour qu'il s'exprime, et je trouvais que pour une utilisation un peu quotidienne, bah, ça manquait un petit peu de vie et il fallait se mettre rapidement dans des situations pas très légales pour pouvoir en profiter. Kawasaki a changé la démultiplication sur le modèle 2021 en rajoutant 2 dents à la couronne, je crois, ce qui normalement devrait donner des accélérations un petit peu plus musclées à cette machine. Qu'en est-il? Bah, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie dynamique. Allez, on est parti pour la démo du moteur de cette machine. On va commencer par ça et bien évidemment, je vous fais entendre le son du moteur avant toute chose. Petite sonorité de 4 cylindres en ligne assez sympathique. Alors pour le coup, on n'est pas d'origine là-dessus, on est sur un échappement Arrow. Salut à toi ami motard, très belle Panigale et vraiment magnifique. Quoi de mieux pour commencer cette petite démonstration du moteur. Allez, on commence par un petit coup de semence, on est en mode sport, donc c'est le mode le plus élevé, et on va voir déjà ce qu'elle a dans le ventre. Ah ouais! Ah ouais! On peut tester le freinage tout de suite, c'était pour voir un petit peu ce que ça donnait, bien sûr. Ah, très clairement, j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus en termes de remplissage à bas régime. Ouais, à 4500, il y a immédiatement quelque chose de très très vif qui se produit, c'est vraiment, et là je suis à 6000, c'est très linéaire, mais on sent la force, la fougue du moteur qui se réveille, et je pense qu'il va être vraiment bien plein à tous les étages. Ah, elle est sensiblement plus sensationnelle que l'ancienne version, mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'aller tutoyer les hauts régimes. Oh là là, par contre effectivement, une fois qu'on est dans cette zone des 8000-9000 tours minute, chaque rotation de la poignée se traduit par une téléportation plusieurs centaines de mètres en avant, c'est hallucinant. Et effectivement, ça manque de couple à bas régime, ça se sent, même si c'est mieux, je vais pas le cacher, mais regardez, là je vais me mettre en première pour vous montrer. Vraiment ici, regardez, à 3000 tours minute, je tourne, il se passe rien. Il faut vraiment attendre d'arriver à 4000. Et à 4000, là, ouais, ça commence à se réveiller un petit peu. Et c'est assez intéressant de voir comment la machine, eh bien, elle se réveille, elle donne son coup de charge. Ah ouais, là, effectivement... Ah ouais, dès que ça commence à se réveiller, par contre, ça fait très très mal. Dans une sonorité, ma foi, je suis bien obligé de l'admettre, assez jouissive. On va pas se le cacher. Voilà, là, elle est 4005. Et là, ça se réveille. C'est incroyable, Vraiment la sonorité du 4 cylindres quand elle commence à monter dans les tours et à rugir. Très très chouette, On y va et... Ah ouais, on se croirait vraiment sur un circuit. C'est très sympa. C'est vraiment pas l'architecture moteur que je préfère parce que je trouve que c'est un petit peu creux à bas régime. Mais franchement, dès lors qu'on commence à s'énerver et à aller chercher... les tours, ah ouais, c'est chouette. Et c'est un peu mieux rempli que la version 2020, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Vraiment ce moteur, non, il est bien plus sympa qu'avant et plus vivable au quotidien, on va dire. C'est vraiment une machine qui vit dans les 6000 tours minute, c'est... En dessous, vous pouvez même vous faire un peu peur quand vous tournez la poignée si vous êtes vraiment bas dans les tours parce qu'elle ne répond pas. Il faut vraiment aller la chercher un peu à mi-tour pour que ça commence à devenir vraiment intéressant. Vous voyez en seconde, 6000...
Là voilà, là elle réagit, elle a vraiment un allant. Et puis après, bon, plus on avance et plus la folie se prononce. Allez, pour le plaisir, on y va. Ah ouais, c'est pas rien quoi, cette ZX10R, c'est quand même assez sympathique. Le moteur dans les tours, il a une petite vie quoi, il a une petite vie. On le voit quand même que ce 4 cylindres en ligne, il est un petit peu plus expressif, un petit peu plus rempli en bas. Et je trouve que ça fait extrêmement plaisir, il est un petit peu plus vif. On remarque aussi qu'il y a 3 premiers rapports qui sont raccourcis par rapport aux anciens modèles. Et c'est vraiment très très chouette. Moi je trouve que là-dessus, c'est pas encore le côté très coupleux d'un V4 ou le shift cam qui je trouve se comporte encore un peu mieux. Mais c'est déjà quand même super chouette. Ensuite, nous allons parler du châssis. Et là encore une fois, un Kawasaki, ils ont fait dans le classique pour ainsi dire tout au long de la vie de cette moto. C'est un double longeron en aluminium et encore une fois une machine qui est poussée à son paroxysme en termes de précision, de rigidité, etc. Alors c'est une des plus lourdes du plateau. Elle fait 207 kg en ordre de marche cette machine, il n'y en a quasiment aucune qui fasse ce poids-là. Donc elle traîne un petit peu la patte la ZX10R au niveau de ses concurrentes. Après c'est vrai que les résultats en compétition se font sentir, même si ces derniers temps il me semble que ça a été un petit peu chamboulé cette histoire. Je crois que BMW et KTM ils sont un peu mieux placés, je crois. Je suis désolé, le monde de la compétition Superbike MotoGP je ne suis pas du tout. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Et en termes de capacité de réservoir, on est à 17 litres, ce qui, associé à une consommation que j'ai relevée de 6,9 litres, donne un résultat quand même plutôt chouette de 250 km d'autonomie environ. Moi, je trouve ça plutôt cool. Partie cycle, c'est pareil, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à évoquer. Là, on a une fourche Showa BPF, mais avec une chambre de compression séparée. Alors déjà, je trouve que visuellement parlant, c'est quand même très sympathique et ça permet normalement d'avoir un comportement plus harmonieux de la fourche, quelque chose de plus précis, de plus stable. C'est un élément de très très bonne qualité, totalement réglable. L'arrière, c'est un amortisseur BPF Light qui est lui aussi réglable dans tous les sens. Il y a eu quelques petits changements par rapport au modèle précédent en termes de fermeté devant derrière pour que la machine soit encore un peu plus stable, mais vous pouvez tout régler vous-même. Et au niveau du freinage, on est sur du Brembo M50. Alors ça, pour le coup, on parlera du prix un petit peu de la ZX10R après, et je trouve ça vraiment dommage que même en 2021, sur une hyper sport comme ça, qui est vraiment le fer de lance ultime d'une marque, on n'ait pas quelque chose d'un petit peu plus noble, du style EMA. Ce serait cool quand même si je sais que des fois c'est réservé à la catégorie supérieure. Là en l'occurrence la ZX10RR qui est spéciale, c'est une version vraiment pour le circuit celle-là, c'est un peu comme la R1 GYTR, et ben elle a pas de style EMA. Donc bon voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Moi ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout de suite si oui ou non ça fonctionne bien en dynamique. On y va. Allez, parlons un petit peu maintenant de partie cycle, de châssis sur cette machine qui reste quand même une des choses les plus importantes sur une hypersport, je vous le rappelle. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne sur la courbe, mais je sais déjà ce qui va se passer. Oh là, c'est incroyable. C'est hallucinant. En fait, il y a un truc qui est hyper perturbant sur ce genre de machine, c'est qu'en fait, il y a une espèce de fébrilité avec la facilité avec laquelle vous pouvez les incliner, et une fois qu'elles sont sur l'angle, elles ne bougent plus. C'est impressionnant, vraiment c'est hallucinant. Ouais, dans les ronds-points, on sent cette agilité très marquée. Allez, ici, la petite enfilade. On y va tranquille parce que les pneus commencent à être un peu fatigués, ils sont assez boulochés, mais ah ouais, la confiance, elle est instantanée. La moto, elle vous dit tu veux tourner, vas-y, tourne, il n'y a aucun problème mec, il n'y a aucun souci. Vraiment, tu peux y aller. Je regarde les freins, j'ai personne derrière moi, enfin loin. Ah ouais, ça freine bien, C'est juste que ça manque un peu de mordant, c'est vrai, par rapport à ce que je disais sur les M50, par rapport à du style EMA, ça manque un peu d'une attaque immédiate. Alors ce qui est bien quand on veut doser vraiment très finement, c'est très bien. Salut à toi ami motard. Vraiment faire ce distinguo, mais c'est vrai qu'effectivement, là si je me mets à allure un petit peu plus élevée, ouais, c'est quand même puissant, Je regrette juste que ça manque un tout petit peu de dosabilité et je regrette juste que ça manque un tout petit peu d'attaque. Mais par contre, quand ça y va, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Du coup, les suspensions font quand même un boulot qui est pas dégueulasse, parce que même en ville, voilà, on le sent sur les petites aspérités, les dodanes, ça absorbe assez sympathiquement. C'est un peu ferme, mais sans plus. Et même quand on prend un peu, voyez, des aspérités, des dodanes à une vitesse un poil plus élevée, je pense que je vais être à 45-50, on le sent, mais c'est pas insupportable, c'est pas ultra ferme, ça va, ça reste utilisable dans un usage quotidien sans trop de soucis. On va vite
revoir un petit peu juste ici les courbes parce que vraiment, petit motard jeune permis. J'ai l'impression que plus encore que le moteur de cette moto, c'est son châssis qui est fantastique. Parce que je sais que là, j'incline bien plus que sur un roadster ou quoi que ce soit. J'avais regardé sur l'application le degré max qu'elle avait pris, c'était 55 ou 56 degrés. Mais bon, celle-ci, elle a fait de la piste, hein, c'est clair et net. Mais c'est impressionnant parce que je pense que les valeurs de moto de compétition sont pas beaucoup plus élevées en termes d'angle d'inclinaison. Et vraiment, c'est fantastique, hein. La fourche fait un boulot monstrueux, hein, cette Showa BPF avec chambre de compression séparée. Et franchement, c'est un régal. C'est vraiment un régal, ça se passe hyper bien. On apprécie assez franchement le comportement de cette moto en dynamique. Quand même bien se l'avouer que 207 kg ou 200 kg, quand on est sur la route et qu'on veut un tout petit peu profiter de cette machine, on voit absolument pas la différence. C'est une lame de rasoir qui se place comme une plume, c'est ça que je trouve toujours un petit peu surprenant, vous l'avez vu dans le dynamique. On a un côté hyper fébrile, mais en même temps, quand c'est placé, c'est un rail. La puissance de freinage est elle aussi très suffisante, même si c'était un tout petit peu spongieux, ça manquait un petit peu d'attaque pour moi, c'est personnel. Mais voilà, c'est quand même du très haut de gamme. Passons rapidement sur la position de conduite, parce que quand même, ça fait aussi partie des choses qu'on aime évoquer sur une Hypersport. Donc je m'avance un petit peu. Regarde si on me voit. Bon, vous me voyez quand même correctement. Donc la selle, c'est une tranche de Carpaccio, hein. Je sens limite le carénage en dessous. On n'est vraiment pas fait ici pour du confort et c'est pas du tout ce que je demande à une Hypersport, même si on a certaines concurrentes qui sont meilleures sur ce point-là. La S1000 RR en tête, hein, voilà. Et là, ça va être Jacques Cousteau. La plongée, le grand bleu, on y va. Et là, on est sur vraiment la position typique d'une Hypersport. Grosse contrainte au niveau des poignets, au niveau du dos. Ça fait un moment que j'ai pas conduit de machine de cette catégorie. Je saurais pas vous dire si c'est plus ou moins que les concurrentes, mais c'est quand même bien marqué. Les jambes sont sévèrement remontées. J'ai regardé tout à l'heure sur l'application dont je vais vous parler après. L'angle maximum relevé sur la machine, c'était plus de 54 degrés. Donc forcément, voilà, c'est une moto qui est faite pour prendre de l'angle à fond et aller sur circuit avec. Et du coup, bah voilà, vous avez la position qui s'accompagne, c'est-à-dire que bah, elle est un peu contraignante, elle est un petit peu dure, voilà, au quotidien. Hein, on pourra pas faire autrement, même s'il y a 2-3 petites choses qui permettent un tout petit peu de se soulager. On en parlera dans la technologie. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite sur la partie dynamique ce que ça donne, et puis on revient après pour finaliser. Bon allez, on va se parler un petit peu des aspects pratiques de cette machine. C'est vrai que sur une Hypersport, c'est pas ce à quoi on va penser immédiatement, mais il faut quand même en discuter parce que cette moto, on peut la conduire en ville, enfin tout du moins si vous acceptez de souffrir d'une position extrêmement radicale, puisque comme je l'ai expliqué dans le tour statique, cette machine est vraiment une pure moto de course qui va vous mettre dans des contraintes, on va dire au niveau mécanique assez importantes, hein. Je suis vraiment vers l'avant, prêt à attaquer, mes poignets, mon dos sont en appui assez prononcé, et tout ça se fait au détriment d'un confort, on va dire, en ville qui est quand même assez marqué. Alors par contre, la machine, elle est très maniable, hein. Franchement, ça se déplace très bien en ville. Le poids est extrêmement léger, donc ne se fait pas du tout sentir. Et il y a quand même 2-3 trucs que j'aime bien. Par exemple, les rétroviseurs sont assez grands, bien ajustables. On voit ce qui se passe dedans et ils ne vibrent pas, donc ça ne gêne pas du tout à la visibilité de la moto. En ce qui concerne la maniabilité des commodos, elle est plutôt bonne. On trouve ses repères très rapidement. On a quand même pas mal de petites choses qui sont dans l'esprit de Kawasaki, c'est-à-dire de faire une moto quand même qui s'accommode un petit peu du quotidien, hein. C'est pas non plus un truc racing à 2000%. L'écran, à défaut d'être moderne, on en parlera dans la partie technologie, reste quand même bien lisible et assez agréable à utiliser. Donc vraiment à ce niveau-là, je ne me plaindrai pas. Les leviers sont très agréables. Alors par contre, ce ne sont pas ceux d'origine, hein. C'est des leviers Puig, donc malheureusement, je pourrais pas directement vous dire ce que ça donne avec les leviers d'origine de la moto, mais le passage de vitesse se fait bien. La moto, on sent que c'est de la mécanique japonaise qui est quand même assez douce, et les rapports sont bien que raccourcis, assez peu démonstratifs jusqu'à 4000. Là vous voyez, à 4000 tours minute ça commence à se réveiller un peu, mais en dessous la machine elle accepte vraiment de dessorer la poignée sans aucun problème. Vous avez vu, là j'ai eu un turbo lag, je suis en troisième, enfin je suis à 3000 tours minute, je tourne
et je m'arrache pas les bras non plus, donc on va pas se faire peur en ville avec la ZX10R pourvu qu'on roule pas à 6000 tours minute, ça y a aucun problème. En ce qui concerne la chauffe moteur, cette dernière se ressent, hein, mais il faut quand même bien recontextualiser le fait qu'on roule en hyper sport, hein, donc une machine qui est pas pensée pour être extrêmement fraîche tout le temps, hein, là c'est de la grosse cavalerie, donc je dirais que c'est à peu près dans la moyenne, peut-être même un peu basse, parce qu'effectivement une Panigale et une RSV4 ça chauffe bien plus que ça, je dirais que c'est à peu près du même niveau qu'une S1000RR, hein, ça va être à peu près la même chose. Et pour terminer rapidement sur les aspects pratiques, hein, concernant la conduite duo, bon voilà, vous savez un petit peu ce que j'en pense, hein, de la conduite duo en hypersport, hein, c'est pas fait pour ça. On a une petite selle qui est à peu près correcte, mais votre passager va avoir les jambes ultra relevées, à moins qu'il soit vraiment assez petit. Donc préparez-vous quand même à une séance un petit peu de torture. Mais bon, il y a quand même moyen d'arriver au cinéma ou au restaurant avec beaucoup de classe, pourvu que la personne qui vous accompagne arrive à s'extraire de la moto une fois que vous aurez fait des kilomètres avec. Et on va aller mettre un petit peu d'essence, parce que il faut. Bon, comme vous avez vu, c'est pas forcément la machine la plus agréable. Elle était là la moto ou pas? À conduire en ville, bon, c'est le lot d'une machine de cet acabit-là. Maintenant, c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend non plus d'une hypersport, donc je peux pas trop lui en vouloir à ce niveau-là. On va finir par la technologie de la ZX10R parce qu'il y en a quand même beaucoup et en même temps pas beaucoup. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, pas de démarrage sans clé, hein, ça c'est réservé à une ou deux machines de la catégorie, je crois la Honda notamment, hein, la CBR1000RR. Et enfin, Kawasaki nous ont entendus, ils ont fait évoluer le tableau de bord de la ZX10 parce que celui de 2020 il était juste indigent. Là on a un écran TFT, alors c'est le même que la Z650, que la Ninja 650, la ZH2 c'est un petit écran TFT, mais qui déjà est un peu plus sympa. On va clairement pas jouer sur le terrain des Panigale, des S1000RR, surtout pas de la S1000RR. Les informations sont quand même lisibles. Alors on n'a pas de jauge à essence, malheureusement. Il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre iPhone ou téléphone Android qui vous permet d'avoir certaines infos, et j'avais lu sur le site de Kawa qu'on pouvait avoir la consommation. Non, en fait ça vous dit état du carburant, ok, c'est pas une jauge, donc j'avais un espoir, malheureusement non. Et on va avoir toute une batterie donc d'assistance sur cette moto avec 4 modes de conduite, dont un rider qui est divisé en 4 sous-segments que vous pouvez paramétrer à l'envie. On va avoir la gestion de la puissance moteur, le contrôle de traction. On a une assistance au virage. Alors c'est pas une assistance au virage, c'est un contrôle du virage. C'est-à-dire que la machine va évaluer un petit peu l'arrivée de la puissance moteur et le contrôle de traction quand vous êtes dans l'angle. C'est grâce à une centrale inertielle, un 6 axes comme il y a sur beaucoup de machines. Anti-wheeling, launch control, quick shifter up and down, régulateur de vitesse. Donc ça c'est intéressant encore une fois, moi je trouve, pour pouvoir se soulager un peu les poignets quand on utilise cette machine dans des situations un peu plus quotidiennes, parce que une moto, encore une fois je vous le dis, hein, qui a des rétroviseurs et un support de plaque, c'est pas fait pour aller sur le circuit. Sinon vous achetez une moto qui n'a pas ça. Voilà, ça me semble logique. C'est logique. Donc une bonne dose de technologie, mais qui quand même traîne un petit peu la patte par rapport à la concurrence. Alors on va bien évidemment parler du prix de la ZX10R. C'est une machine qui vaut 21 099 € si je dis pas de bêtises. Et ici, il n'y a pas véritablement de version supérieure de la ZX10R, parce que la ZX10RR est une moto qui est quasiment dédiée qu'au circuit. C'est pas comme une Panigale V4 V4S ou la RS V4 et la Factory, où ce sont quand même des motos qui apportent des choses en plus en termes d'équipement. Sur la ZX10RR, c'est vraiment le moteur qui a été retravaillé avec des bielles différentes, avec des choses comme ça. Donc c'est pas la même chose. 21 099 €, c'est à la fois beaucoup d'argent et pas trop non plus quand on compare à certaines machines de la concurrence. Et c'est justement là qu'on va en arriver, et c'est en ça que notre formule a un peu évolué, c'est qu'on va parler de la concurrence maintenant. Donc il y a 3 motos que j'ai pris. Je suis pas allé chercher de l'occasion cette fois-ci parce que le format avait été un petit peu chamboulé, donc je reste sur 3 motos contemporaines de la ZX10R. La première d'entre elles, c'est une concitoyenne japonaise, la Honda CBR1000RR. Alors ça pour le coup, c'est vraiment peut-être la révolution hyper sportive de ces 2, 3, 4 dernières années, parce que Honda, ils avaient toujours été dans un segment très le contrôle total, la puissance relativement mesurée, et la CBR1000RR, c'était une moto qui était plus pensée pour être un excellent compromis entre la route, entre une conduite un petit peu plus énervée. La nouvelle, elle est complètement maboule, hein. Ça sort 217 chevaux, ça fait 202, 203 kilos. Vraiment, c'est une machine ultra rigoureuse, ultra radicale. En
En termes de fun, c'est moins rigolo qu'une ZX10R. C'est-à-dire que la CBR 1000RR, elle a rien dans le sac en dessous du 1000 tours minute. Il me semble que pour le modèle 2023, ils ont refait la démultiplication pour qu'elle soit un peu plus vive en bas régime. J'ai pas pu la tester encore. Par contre, après, en termes de finition, c'est un bijou. Il y a du styléma, échappement à Krapovic d'origine. La technologie, elle est fantastique. C'est une excellente moto. Elle vaut quand même un petit peu plus cher que celle-là. On est dans les 22 500 €. Donc, si vous voulez vraiment une machine plus pour le quotidien, entre guillemets, je dirais ZX10R. Si vous voulez aller chercher un truc plus racé encore, la Honda, c'est quand même pas mal. Ensuite, on va parler de celle qui est pour moi la deuxième meilleure hypersport. Donc là, je vous tease un petit peu le top des hypersports, dont ceux qui savent, il y a eu un sondage où j'ai demandé ce que vous vouliez que je fasse, plutôt top, plutôt guide d'achat. C'est la Aprilia RS V4. Cette moto est incroyable pour beaucoup de raisons. Je l'adore. La première d'entre elles étant son moteur V4 absolument fantastique, dont la sonorité est enchanteresse. On a ici aussi 217 chevaux, hein, donc ça fait partie des plus puissantes de la catégorie, avec une gueule très sympa, même si je préfère les anciens modèles, vous savez, hein, je le répète à chaque fois. Beaucoup de technologie, hein, le packaging APRC. En termes d'équipement, c'est à peu près du même acabit que la ZX10R, c'est-à-dire qu'on va avoir du M50, hein, on n'a pas du freinage styléma, ça c'est pour la factory, et puis on a une moto qui globalement offre un rapport qualité-prix qui est quand même extrêmement violent, parce que on est à 20 999 €, donc c'est un poil moins cher que celle-ci et on est sur quelque chose de très bien. Par contre, attention, une RSV4, ça consomme comme je ne sais pas quoi, et je sais on parle d'une hypersport, donc la consommation on s'en fout un peu, mais non, ça fait partie des caractéristiques. Ça chauffe beaucoup. C'est un peu radical, mais si vous voulez une expérience un peu plus exotique, un petit peu plus, on va dire, viscérale que la ZX10R, ça c'est vraiment fait pour vous. Et on va terminer avec celle que je considère personnellement comme la meilleure hypersport du segment, donc vous aurez la réponse sur mon top 5 si à l'occasion vous voulez le regarder. La BMW S1000RR de nouvelle génération. J'avais déjà dit à l'époque que la 2017 était fantastique. Celle-là pour moi ne change absolument pas la donne. C'est pour moi la meilleure hypersport que vous puissiez acheter, mais attention, je n'ai pas les mêmes caractéristiques et préférences sur une hypersport que mes collègues youtubeurs ou journalistes. Non, moi je vais pas aller voir quelle est celle qui fait les meilleurs chronos sur la piste. C'est une très bonne approche et je la trouve pertinente parce que c'est des machines qui peuvent être faites pour ça. Mais pour moi, j'aime aussi voir le côté utilisable au quotidien d'une hypersport, parce que c'est une moto, comme je l'ai dit, qui a des rétroviseurs, des phares, un support de plaque. Et donc pour moi, il faut que ce soit une machine qui pense un peu aussi à son pilote en dehors du circuit. Et en ça, la S1000RR, c'est fantastique parce que on a un moteur qui est formidable, hein, il fait 210 chevaux, 197 kg en ordre de marche. Donc aujourd'hui, c'est une des plus légères. Une finition à se damner, c'est magnifique. Bon, le moteur avec la technologie ShiftCam, il est rempli en bas et en haut, donc ça marche à tous les étages et ça sonne plutôt sympathiquement. Et en termes de technologie, elle claque l'intégralité du plateau. L'écran connectivity, il est merveilleux. Dans sa version de base, elle est à 20 700 € et elle a déjà pas mal de techno. Si vous commencez à y rajouter des packs à droite à gauche, ça va vite exploser. Mais même de base, une S1000RR, ça fait déjà un travail fantastique. Vu que toutes les motos qu'on a évoquées n'ont pas de suspension semi-active, bah c'est pertinent de les mettre en comparaison. Voilà. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer la Kawa. Moi, la S1000RR, si je devais en choisir qu'une seule, ce serait celle-là. Et bien voilà, nous arrivons donc à la fin de cet essai nouveau format. Mais pour donner le mot de la fin, eh bien je vais rendre l'antenne à mon alter ego du dynamique pour vous livrer les mots de la fin. Eh bien écoutez, ça y est, on arrive à la fin de cet essai, premier nouveau format, hein, donc je conclus en dynamique. La ZX10R, c'est une machine qui est vraiment chouette. Elle est puissante, elle est agile, elle a un châssis de fou furieux, elle a une gueule un petit peu consensuelle et 2-3 points qui pour moi sont un petit peu, voilà, un peu dommageables en ce qui concerne l'équipement, mais il faut aussi recontextualiser que c'est une moto qui vaut 21 000 €, hein, donc vraiment pour le coup, c'est pas du tout la plus chère. Et elle a quand même pour elle 213 chevaux, belle électronique et une finition qui est quand même plutôt cool. À vous de voir si vous voulez quelque chose qui a fait ses preuves depuis des décennies ou bien quelque chose d'un petit peu plus original et exotique comme Honda font maintenant ou comme les Italiens avec Ducati et Aprilia. Ça c'est à vous de voir. Ça reste au demeurant une excellente machine, un peu radicale mais qui saura vous donner des sensations quand même, je n'en doute pas, extrêmement bonnes. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je profite pour vous dire que j'ai lancé un nouveau statut Roadstars qui est le statut en fait au-dessus du Duke 125, hein, donc je crois que je l'ai baptisé Hornet,
qui est un petit peu plus cher. Il est à 5 € par mois. Si vous voulez me soutenir, m'apporter un soutien un petit peu plus poussé, on va dire que vous en avez les moyens que juste vous abonner et liker le contenu. Ça va vous donner tous les avantages du statut Duc 125, mais en plus de ça, vous aurez accès à toutes les vidéos de la chaîne au moins 24 heures en avance. Donc cette vidéo-là, pour ceux et celles d'entre vous qui se sont abonnés à ce statut, vous y avez accès 24 heures en avance, ce qui est, je trouve, plutôt sympa. Si j'arrive à les publier encore avant, ce sera encore mieux. Mais voilà, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place pour avoir un peu plus de visibilité et de stabilité au niveau des revenus de la chaîne. Si vous avez la possibilité et que vous souhaitez me soutenir, je vous en remercierai énormément parce que ce sera vraiment un grand soutien. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît. Ciao!